l'idée, c'est la matière première qui est la plus disponible dans le monde. Tout le monde a des idées, constamment. Donc l'idée que vous allez avoir qui est révolutionnaire, quelqu'un d'autre qui a déjà pensé. Quelqu'un d'autre qui a déjà pensé. Ce qui fait la différence dans l'entrepreneuriat, c'est l'exécution. C'est l'exécution, c'est l'opérationnel, c'est se lancer, exécuter et exécuter mieux que tout le monde. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Quand je compare mon niveau de ma qualité de vie que j'avais en France et la qualité de vie que j'ai aujourd'hui sur le continent, ça n'a rien à voir. Ces deux mondes qui sont totalement… Ça n'a rien à voir. Et on a souvent, et je le comprends, on a souvent cette peur, cette appréhension à se lancer, à moi, ce que j'appelle notre retour sur le continent, en pensant qu'on va laisser derrière telle et telle chose, notamment en termes de confort de vie, mais ce n'est pas le cas. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle interview avec un nouvel invité. J'ai nommé monsieur Alioune Blondin Diop. Donc, merci beaucoup Alioune d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Donc aujourd'hui, le sujet de l'interview, ce sera le venture capital en Afrique, monter des startups en Afrique. Donc on est avec un spécialiste de l'investissement. Donc très rapidement, déjà avant de démarrer cette interview qui va être, je vous promets, génialissime, je vais rappeler très brièvement ce que c'est Way Back to Africa. Way Back to Africa pour but est d'aider les Africains et les Afro-descendants qui le souhaitent au retour en Afrique. Donc si jamais cette thématique t'intéresse, je vais t'inviter à faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir 1. Abonne-toi à la chaîne afin de ne rien manquer du contenu qui sort sur Way Back to Africa. 2. Je vais t'inviter à aimer la vidéo. C'est très important. C'est pas parce que tu es d'accord ou pas d'accord avec Alioune que tu dois pas aimer la vidéo. C'est juste pour soutenir le projet Way Back to Africa. Et puis 3. Je vais t'inviter à partager la vidéo autour de toi parce que ce que va dire Monsieur Diop est incroyable. Donc on va démarrer l'interview sans plus tarder. Est-ce que ça te va, Alioune? Ça me va, on va essayer de live up to the expectations, comme on dit. C'est parti. Ok, génial. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alioune Blondin Diop, du coup, sénégalais, grandi à Dakar. J'ai fait une licence en économie à Paris. J'ai fait un master en programme grande école à l'EM Lyon. Et j'ai commencé ma carrière très rapidement en private equity, donc en capital investissement. Donc, grosso modo, mon boulot, c'était d'investir dans des entreprises matures de tout secteur. Donc, j'ai commencé en France. Après ça, je suis allé à Londres. J'ai eu l'appel de l'Afrique et donc j'ai rejoint un fonds d'investissement qui se lançait à l'époque entre Paris et Abidjan. Donc, c'est un fonds qui visait une taille de 150 millions de dollars pour investir dans des entreprises matures, des entreprises traditionnelles de tout secteur. En Afrique francophone, principalement Afrique francophone subsaharienne. Donc j'ai été pendant 2 ans et ensuite j'ai eu l'appel du venture capital. Donc faire du capital risque. Est-ce que j'ai rejoint donc mon nouvel employeur, Lofty Capital, il y a presque 2 ans maintenant. Et donc on investit dans des startups technologiques à travers toute l'Afrique. Wow. Et au-delà. Wow. Déjà félicitations pour ce parcours. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance justement de faire les études que tu as fait, d'aller au niveau où tu es allé. Tu as parlé de beaucoup de termes qui sont très techniques, donc on va revenir sur certains des termes que tu as utilisés. Mais avant ça, tu as parlé de quelque chose juste avant, tu as parlé de l'appel de l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu sentais que le continent t'appelait. Est-ce que tu n'as pas eu toi envie de développer une carrière en Occident, sachant que avec le profil que tu as justement, tu aurais pu être dans des grandes banques de financement et d'investissement aussi bien en France qu'à Londres, etc. Mais toi, tu ne fais pas ce choix-là. Directement, dès que tu finis les études, tu repars sur le continent. Pourquoi? Quand je dis l'appel de l'Afrique, c'est pas l'Afrique qui m'a appelé, c'est moi qui ai appelé l'Afrique. Okay. En réalité, j'ai tendance à dire que le continent n'a pas forcément besoin de nous. Okay. Le continent va avancer, va se développer avec ou sans nous. Okay. Avec les gens de la diaspora, c'est ça? Exactement. Nous, je parle les gens de la diaspora. Bien que j'ai grandi à Dakar, je suis allé faire mes études supérieures en France, pour raison familiale, regroupement familial. Et donc, je me considère un peu comme entre un local… Mi-diaspora, mi-local, okay, on va dire. Et donc oui, effectivement, le continent se développera sans nous, les gens de l'extérieur. Okay. Maintenant, moi, c'était un constat très simple.
c'est purement une question de là où je me sens bien, là où j'avais envie de vivre en réalité, là où j'avais envie de construire une vie et un futur pour moi-même et ma famille derrière. Donc effectivement, très tôt, j'ai su que je voulais rentrer. Et pour moi, donc mes études supérieures, etc., c'était, les études supérieures en France, c'était un moyen pour arriver à une fin. La fin étant de contribuer au développement de mon pays, le Sénégal, et de mon continent au plus large. D'accord. Donc c'est ça pour moi l'appel de l'Afrique en réalité. C'est vraiment cette volonté de contribuer, de faire de mon pays et de mon continent un endroit meilleur pour les générations futures et évidemment de m'y retrouver, notamment économiquement et financièrement, et d'où les choix que j'ai fait derrière. Ok, génial. Donc c'est marrant que tu prennes justement à contre-pied un peu cette histoire de l'appel du continent, où on dit que finalement c'est comme si le continent nous appelle pour venir faire notre mission, mais finalement c'est nous qui appelons le continent parce que c'est nous qui voulons y aller, et aussi pour des projets de vie, on s'y sent bien, on s'y sent mieux. Donc c'est assez intéressant justement ce point de vue que tu as, et je crois que c'est la première fois que j'entends sur la chaîne. Et maintenant, je vais revenir sur justement tous les termes que tu as utilisés. Tu as parlé justement du fait que tu as débuté dans un fonds d'investissement. Qu'est-ce que c'est un fonds d'investissement? Tu as parlé de private equity, après tu as parlé de venture capital. Est-ce que tu pourrais vulgariser un peu tous ces termes-là et puis un peu justement tes tâches que tu faisais début de carrière, que tu as fait, pour que ce soit clair pour tout le monde? Un fonds d'investissement, conceptuellement, c'est assez simple. Faut penser à une entreprise, grosso modo, un véhicule, à qui on va confier de l'argent. Et ça va être des gens très fortunés, ça va être des agences de développement, ça va être des grosses banques, ça va être des grosses entreprises. Donc ils vont confier de l'argent à un fonds d'investissement en attendant un retour financier à horizon temporel donné. En général, cet horizon temporel, il est à 10 ans. Ils nous confient de l'argent pour qu'on fasse travailler leur argent et qu'on leur donne un profit à la fin. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, cet argent, comment on le fait travailler? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir au capital d'entreprise. Donc ce n'est pas des prêts en dette, c'est vraiment de l'investissement, on appelle ça en equity, donc en capital, où donc on va partager en réalité le risque, et c'est un mariage un petit peu avec la cible, donc l'entreprise qu'on a identifiée. On va lui apporter de l'argent, donc comme je dis, on entre dans l'actionnariat, on va travailler avec eux pendant 5, 6, 7 ans, et à la fin de l'aventure, le mariage cesse. Au moment où on revend nos parts, donc nos actions dans l'entreprise. Et c'est par là on peut les vendre, on peut les revendre au management qui est en place dans l'entreprise, ou on peut les vendre à l'extérieur, donc à d'autres fonds qui voudraient entrer, à une autre entreprise, que ce soit locale ou internationale, qui voudrait acquérir des parts dans telle entreprise ou autre. Voilà. Ok. Donc en gros, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on va le comparer à des banques, par exemple, qui peuvent faire des prêts pour une entreprise. Contrairement à des banques qui vont prêter de l'argent, il va falloir rembourser l'argent, notamment avec les intérêts. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir justement des parts dans l'entreprise. Donc, vous êtes actionnaire, vous allez les conseiller notamment sur leur gestion, sur les bonnes pratiques, les mettre en contact, etc. D'accord. Donc, toi, tu démarres dans ce domaine-là. Et puis, après 2 ans, tu pars dans le domaine du VC. Quelle est la logique par rapport à ça? Est-ce que tu te rends compte qu'en Afrique, finalement, on a plus besoin d'être dans le domaine du VC? Est-ce que c'est parce que c'est un domaine qui te plaît plus que le private equity? Pourquoi ce changement? C'est juste une question d'opportunité finalement. Alors, je vais répondre à la deuxième partie de ta question précédente qui va me permettre de répondre à cette question en réalité. Tu me demandais quelles étaient mes tâches dans un fonds d'investissement. Donc, le travail, il est assez simple en réalité. Donc, on segmente entre ce qu'on appelle le sourcing ou l'origination de deal. Donc, en réalité, c'est tout simplement utiliser son réseau pour trouver des entreprises qui conviennent à notre thèse d'investissement. Donc, j'en sais rien, moi. Si je dis que je vais investir que dans des entreprises dans tel secteur donné qui ont une fourchette de revenus précise, etc., il faut que je trouve l'entreprise ou les entreprises qui correspondent à cette thèse d'investissement. Il y a le sourcing, c'est ce qu'on fait. Donc
grosso modo, notamment de l'animation de notre réseau local. Ensuite, il y a l'exécution de transactions. Une fois qu'on a identifié la boîte dans laquelle on veut investir, il faut exécuter cette transaction. Exécuter cette transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire déshabiller la boîte en réalité, apprendre à connaître l'entreprise, apprendre à connaître le marché, apprendre à déshabiller les états financiers de la boîte pour s'assurer qu'on entre dans un mariage dans lequel on veut entrer. Ouais, ok. En réalité, et donc après, il y a la partie qui va nous amener à investir dans la boîte. Et après ça, en réalité, le mariage commence. Et donc là, c'est l'accompagnement. Donc c'est avoir des sessions stratégiques avec le management, c'est challenger le business model, c'est accompagner à l'expansion et à la croissance en réalité, et jusqu'à la sortie. Donc la session de nos parts qui va être un petit peu la dernière partie. Qu'est-ce qui m'amène à faire la transition donc, du private equity ou capital investissement au venture capital ou capital risque? Beaucoup de choses. La première raison, c'est un sujet de profondeur de marché. Je me suis rendu compte très vite qu'en réalité, dans la partie sourcing ou origination que je mentionnais, on est assez limité en réalité, parce que nous, le fonds d'investissement qu'on avait, c'était pour faire des tickets d'investissement entre 7 et 15 millions d'euros. D'accord. Ça, en Afrique, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. Parce que pour pouvoir injecter entre 5 et 15 millions enfin, il y a très peu de boîtes, grosso modo, en Afrique, et notamment dans notre zone en Afrique francophone, qui peuvent prendre autant d'equity, en réalité, qui en ont besoin et qui ont l'historique, notamment financier, pour justifier que nous, on mette ces montants-là. D'accord. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, pour moi, c'était un sujet de curiosité. J'ai toujours été le petit garçon qui demandait pourquoi à chaque fois. Et toujours été le petit garçon qui avait besoin de réponses. Okay. Et ces réponses-là, dans ces métiers, quand on apprend à connaître une boîte, c'est ça mon boulot en réalité, mon travail, c'est de poser les bonnes questions. Et ensuite, dans la vie que j'ai avec l'entreprise, c'est d'avoir une relation de proximité avec le top management des boîtes. Et je me suis rendu compte que c'était une frustration qui se développait chez moi, donc en travaillant en private equity. Et cette frustration, c'était en réalité que j'avais pas beaucoup de proximité avec le management. Ok, donc en fait finalement, comme dans des tickets qui sont assez volumineux, on est vraiment dans des grosses structures. Et finalement, il y a une distance entre ce que tu fais et… Exactement. En parallèle, il y avait l'éveil un petit peu du continent sur les sujets tech. Il y a un écosystème autour du venture capital et des startups qui commençait à naître en réalité, notamment dans les gros marchés, que ce soit Nigeria, Égypte, Kenya, mais aussi un petit peu chez nous, notamment au Sénégal avec la success story Wave, qui commençait à piquer mon intérêt un petit peu. Okay. Et en réalité, c'est la conjonction de ces facteurs-là qui m'a fait faire la transition. D'accord. Donc là, tu nous as expliqué clairement ce que c'était justement le private equity et là, justement, tu nous as parlé du venture capital et pourquoi ça t'intéressait. Ouais. Donc maintenant, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est exactement le venture capital, qu'on appelle généralement le VC? C'est très similaire. C'est très similaire à ce que je décrivais auparavant. C'est juste que les cibles, donc les boîtes dans lesquelles on va investir sont différentes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans ce qu'on appelle des startups. Donc, c'est des entreprises innovantes, d'accord. Donc, s'il n'y a pas ce caractère d'innovation, ce n'est pas une startup. Exactement. Donc, c'est d'abord une entreprise innovante en forte croissance, d'accord. Et ce qu'on appelle forte croissance, c'est croissance à 2 chiffres, à minima. 10%, à partir de 10%, on rentre dans ce domaine-là, ou bien c'est même plus que ça? On cherche honnêtement, enfin, ça dépend de la thèse d'investissement du fonds, en réalité, et ça dépend ce qu'on appelle le stage. La thèse d'investissement. Exactement, et le stage qui va être en réalité à quel moment on investit dans une boîte. Il y a des fonds qui investissent dans des boîtes au moment de l'idée, ce qu'on appelle l'idéation stage.
Donc, dès qu'ils ont l'idée, à ce moment-là, vous allez investir en disant, OK, cette idée, elle est top. Et à partir de l'idée, vous faites confiance au… C'est l'idée et le promoteur, en réalité, les entrepreneurs qui drivent la décision d'investissement. Ça se fait. Et avant qu'ils aient même construit un produit technologique, ce qu'on a appelé le MVP, le Minimum Viable Product, oui, il y a des fonds qui investissent à ce moment-là. Les fonds qui vont investir à ce moment-là, évidemment, ils ne demandent pas de croissance historique. Il y a des fonds qui vont investir à ce qu'on appelle le stade d'amorçage. C'est ce qu'on appelle early stage, c'est ça? Exactement, ce qu'on appelle des fonds early stage, donc en pré-seed ou en seed si vous voulez. Et là, on va commencer à demander un historique déjà. Et cet historique-là, ce n'est pas du 10%, c'est à minima du 50%. De croissance, voire beaucoup plus. On peut demander des choses à 3 chiffres en fonction du secteur, etc. Ah oui, quand même. Et après, il y a des fonds qui vont être plus later stage, donc à partir de la série A, série B, qui vont vraiment investir dans des boîtes matures, qui ont déjà plusieurs employés, qui ont déjà plusieurs années d'opération à leur actif. D'accord, donc série A, série B, ça veut dire qu'effectivement ces boîtes ont prouvé un certain business model. Exactement. Ça a été éprouvé. Et donc c'est à partir de ce moment-là que toi tu interviens. C'est ça? Non, moi j'investis en amorçage. Ah d'accord, ok. J'investis en amorçage, donc on fait de l'early stage. Donc grosso modo, c'est des boîtes qui ont construit leur infrastructure tech, leur technologique, leurs produits, qui ont commencé à le commercialiser sur le marché et qui sont en réalité en train de tester un marché. D'accord. Et nous, l'investissement qu'on va faire, c'est pour aider en fait l'entreprise à entrer dans cette phase, donc ce qu'on appelle d'hypergrowth, donc d'hypercroissance. Et donc là, c'est quasiment plus du double digit, du 2 chiffres que je cherche, c'est comment aider l'entreprise à aller vers se rapprocher en tout cas du 3 chiffres. Assez rapidement. Et évidemment, là, c'est ce qu'on fait, grosso modo. D'accord. Donc là, c'est bien, c'est une bonne transition justement qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, à savoir justement tout ce domaine des startups, de la tech en Afrique. Toi, tu dis aux gens, notamment de la diaspora, de venir investir dans ce domaine, de venir investir, de venir entreprendre dans ce domaine. Pourquoi tu dis ça? Parce que l'opportunité est là. L'opportunité est là, quoi. Tout simplement parce que je reviens sur mon sujet de l'appel de l'Afrique. Mais l'appel de l'Afrique, il est là en réalité. C'est un appel d'opportunité. Effectivement, comme tu dis, il y a des deux côtés. Donc, il y a la partie investisseur, mais il y a aussi la partie entrepreneur. Parce que c'est deux pendants en réalité d'une même pièce. Moi, si j'ai pas de boîte dans lesquelles investir, j'ai pas de boulot. C'est ça. Et le corollaire est aussi vrai. L'entrepreneur aussi doué soit-elle ou soit-il, sans capital, la startup peut pas se développer. Donc il y a vraiment une conjonction qu'il faut réaliser. Et pourquoi je le dis? Parce que quand on regarde aujourd'hui des marchés qui sont en train de devenir assez matures, notamment le Nigeria, c'est comme ça que ça s'est développé, qui est le premier marché aujourd'hui en termes de VC et de start-up tech d'écosystème en Afrique. Il s'est développé d'abord, et là je me contredis un peu ce que je disais au début de la vidéo, il s'est d'abord développé parce qu'il y a eu des expats qui sont rentrés, qui ont… Des expats, des gens de la diaspora? Des gens de la diaspora, des gens de la diaspora, donc des gens… On a eu les deux phénomènes. On a eu les deux phénomènes au Nigeria, honnêtement. Donc il y a une partie de gens qui, un peu comme moi, ont grandi au Nigeria, sont allés faire leurs études, que ce soit au Canada, aux États-Unis, sont revenus et ont monté des startups et ça a marché tout de suite très vite. Mais il y a aussi des gens de la diaspora, donc honnêtement, qui ne connaissaient pas forcément le Nigeria au-delà à travers leurs parents, etc., qui sont aussi rentrés, qui ont réussi à nouer les bons partenariats, à apprendre du terrain et qui ont aussi monté des projets à succès. Et donc toi, c'est principalement ce type de success story dont tu as entendu parler au Nigeria et que tu vois encore au Nigeria? Pas dont j'ai entendu parler, qu'on voit. Enfin, nous, dans notre portefeuille aujourd'hui, on est panafricain, on investit dans des boîtes notamment au Nigeria. Et certains des gros succès, que ce soit Flutterwave, que ce soit Andela, qui sont deux des 7 licornes africaines, sont des investissements qu'on a fait.
Donc, quand on parle de licorne, est-ce que c'est le même terme qu'on utilise aussi en France? Donc, c'est-à-dire au-dessus d'1 milliard de dollars de valorisation, c'est ça. exactement. Donc, on a 7 licornes, dont 2 au Nigeria et qui ont été fondées par des gens. On en a plus au Nigeria, on en a plus que ça au Nigeria, mais effectivement, 2 parmi ces 7, effectivement, sont des entreprises dans lesquelles on a investi et dans lesquelles on a investi en réalité au stade de l'idée. Waouh, waouh. Et c'est fort, c'est que ce dont tu parles, c'est que finalement, ces startups ont été fondées par des gens que toi, tu appelles soit des ripats ou des expats, parce que parfois ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds au Nigeria et qui sont quand même originaires du pays. Donc, ce sont ces personnes-là qui rentrent avec cette bonne idée et qui la font exploser. Donc, toi, c'est un peu le mot d'ordre que tu as aujourd'hui. Tu te dis, mais les gens qui sont dans la diaspora, qui ont de ce type d'idées, qui veulent entreprendre, etc., c'est le moment de se lancer parce qu'il y a des marchés qui sont véritablement porteurs. Alors, ce que je veux dire, c'est plusieurs choses. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire d'idées. On a souvent ce mythe. Ah bon? On a souvent ce mythe et on se dit tous ah, j'ai pas d'idée, je sais pas, donc je peux pas me lancer. Et le corollaire aussi est vrai. Nous, on rencontre des milliers d'entrepreneurs à l'année, on reçoit des milliers de demandes d'investissement ou de pitch à l'année. Et on apprend très vite à filtrer. Okay. Et les entrepreneurs qui viennent avec nous en disant « Ah, moi j'ai eu l'idée du siècle on se rend compte qu'en réalité, cette idée du siècle, ils sont 12 000 à l'avoir eu déjà. L'idée, c'est la matière première qui est la plus disponible dans le monde. Tout le monde a des idées, constamment. Donc l'idée que vous allez avoir qui est révolutionnaire, quelqu'un d'autre y a déjà pensé. Quelqu'un d'autre y a déjà pensé. Ce qui fait la différence dans l'entrepreneuriat, c'est l'exécution. C'est l'exécution, c'est l'opérationnel, c'est se lancer, exécuter et exécuter mieux que tout le monde. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Donc, moi, j'encourage effectivement, pourquoi j'encourage les gens de la diaspora à le faire, c'est parce qu'ils ont eu accès à tout un bagage, que ce soit un bagage éducationnel, mais aussi professionnel et en termes de management aussi, qui sont les éléments en réalité qui font la différence sur le terrain. Waouh. Donc, il y a cette partie-là donc qui est propre aux personnes. C'est pour ça que je les encourage à le faire. La deuxième partie, c'est que le marché, il est ici. Le marché, il est ici chez nous. Les opportunités sont là. Aujourd'hui, quand on regarde les fondamentaux démographiques, quand on regarde les fondamentaux économiques, la croissance économique dans le monde, c'est chez nous, notamment en Afrique francophone d'ailleurs. Il faut nuancer cette idée que tout se passe en Afrique anglophone. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, nos marchés, nos économies sont prêtes à être disruptées, sont prêtes à être disruptées par des solutions technologiques et innovantes. Et quand on regarde, moi j'ai souvent ces conversations-là, évidemment, notamment avec des amis de la diaspora qui sont restés dans la diaspora, qui ne sont pas encore rentrés, mais bon, j'y travaille encore. Quand je compare mon niveau ma qualité de vie que j'avais en France et la qualité de vie que j'ai aujourd'hui sur le continent, ça n'a rien à voir. Ces deux mondes qui sont totalement… Ça n'a rien à voir. Et on a souvent, et je le comprends, on a souvent cette peur, cette appréhension à se lancer, à moi, ce que j'appelle notre retour sur le continent, en pensant qu'on va laisser derrière telle et telle chose, notamment en termes de confort de vie, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est totalement même le contraire. Ce que tu as à dire, c'est que au final, bon, là, si on prend ton exemple ou même mon exemple, etc., où à Paris, tu es dans des petits espaces avec peu de verdure, etc. Là, tu vas être dans des plus gros espaces, avec moins, tu peux avoir plus, etc. Et puis, justement, les opportunités sont là. Il y a beaucoup de choses à faire, etc. Si les gens cherchent à entreprendre, à travailler, les opportunités sont là. Donc, maintenant que ça s'est dit, effectivement, donc, ces profils-là qui sont à l'étranger et qui devraient, à ton avis, penser justement à l'idée de venir exécuter, parce qu'ils ont des idées, mais tout le monde a des idées, c'est une chose, mais ils peuvent venir exécuter et bien exécuter parce qu'ils ont été confrontés à plusieurs types de management, d'outils, etc. Toi, selon toi, qu'est-ce qui les empêche de le faire? C'est toutes ces idées reçues sur l'Afrique, sur le niveau de vie, etc. Qu'est-ce qui nous empêche finalement, puisque nous aussi on a été dans ce cas-là avant de rentrer, qu'est-ce qui nous empêche de sauter le pas pour venir entreprendre en Afrique? Effectivement, moi je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues
et de désinformation. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le retour n'est pas forcément fait pour tout le monde. Ok. L'Afrique, c'est pas forcé. L'Afrique, c'est pas forcé. Tout simplement. Exactement, je vais le dire. L'Afrique, c'est pas forcé. Parce qu'en réalité, c'est une manière de vivre qui est différente. Ouais. D'accord ? C'est des interactions sociales qui sont différentes. Il y a des éléments, notamment de protection sociale aussi, qui sont importants quand on part à l'inconnu, qu'on a dans les pays européens ou autres, qu'on ne retrouve pas ou qu'on ne retrouverait pas en Afrique. Ça, c'est absolument vrai. Bien qu'il y ait d'autres moyens, notamment le support familial qui se met en œuvre, etc. Mais effectivement, je pense que c'est un sujet d'appréhension, c'est un sujet d'information qu'il faut mettre à disposition des gens en réalité. C'est pour ça que je trouve que ces interviews-là sont très utiles pour apporter l'information de manière simple, on essaye en tout cas, voilà, aux gens. Une fois qu'on a dit ça, je pense que, et c'est vraiment une conviction personnelle, c'est le sens de l'histoire. Et il y a un train à prendre en réalité, et ce train, c'est pas comme Mbappé au Real où le train est censé passer qu'une seule fois. Ce train, il repassera en réalité, mais c'est toujours la même chose. Le plus tôt on monte dans le train, le mieux c'est. Ouais. Parce qu'on va plus vite en réalité que ceux qui seront rentrés après. Les opportunités seront de moins en moins simples à saisir parce qu'il y aura de plus en plus de concurrence. Et là, quand on parle en termes pur business d'entrepreneuriat, aujourd'hui, dans plusieurs secteurs, que ce soit les services financiers, que ce soit dans les services de la mobilité, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, aujourd'hui, il y a tout à faire chez nous, il y a tout à disrupter. À travers l'innovation. Et l'innovation et la technologie peut nous permettre d'arriver à des situations de quasi-monopole ou même encore mieux qu'un monopole de création de marché. Ok. Et face à ce qu'on appelle un océan bleu, etc. Exactement. Et c'est là qu'elle est l'opportunité en réalité. Demain, c'est toujours plus simple entre guillemets de se dire j'en sais rien, moi, Wave a fait du mobile money, donc moi demain je veux lancer du mobile money parce que Wave a réussi. Mais aujourd'hui Wave est dans une situation de quasi-monopole ou de duopole avec Orange Money typiquement quand on regarde au Sénégal. Que quelqu'un qui veut lancer une solution de mobile money aujourd'hui, qui vient me voir, il faut investir dans ma super idée, je veux lancer une solution de mobile money au Sénégal. Je dirais, mais ce que tu veux lancer, comment tu fais la compétition avec Wave, qui pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars, qui pèse aujourd'hui plusieurs centaines d'employés. Qui a un business model qui est éprouvé, etc. Exactement, exactement. Donc les opportunités, il faut les prendre le plus tôt possible. C'est ça. Donc justement, tu parles d'opportunités, on va rentrer dans le pratico-pratique. Selon toi, en termes d'opportunités, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en Afrique? Dans quel domaine il faut entreprendre? Tu peux notamment faire, justement, j'ai cru comprendre que tu étais dans plusieurs pays, tu as cette connaissance de l'Afrique anglophone et de l'Afrique francophone également. Donc selon toi, en fonction des marchés, quel type de domaine dans lequel il faudrait entreprendre, notamment dans le secteur de la tech? Est-ce que c'est plus le mobile money dont tu parles, donc les services financiers? Est-ce que c'est plus le secteur de l'énergie? Quelles sont les priorités à l'instant T? Moi, je dirais qu'il faut investir il faut investir ou entreprendre dans les secteurs dans lesquels on est pertinent. Ok. J'en sais rien moi. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont, j'en sais rien moi, middle ou top manager dans une banque ou dans une assurance à l'étranger, ils ont cette connaissance des services et du système bancaire ou des services ou du système de l'assurance qu'ils peuvent appliquer chez nous. Et évidemment, c'est jamais du copier-coller, mais ces personnes-là ont ce qu'on va appeler chez nous un edge, donc un avantage par rapport aux autres, parce que l'entrepreneur
lambda qui voudra se lancer et qui voudra faire la même chose se trompera plus en réalité, tout simplement. Et je veux mettre le doigt sur un sujet. Quand on parle de start-up tech, il n'y a pas besoin d'être un développeur, d'être un ingénieur technique, etc. C'est souvent l'idée pour reçue. le faire. C'est souvent l'idée reçue. Les gens pensent que finalement, si on veut entreprendre dans ce domaine-là, il faut avoir les connaissances pour pouvoir justement contrôler ce que le développeur a à faire, le profil tech. C'est pas du tout le cas. Il faut évidemment constituer une équipe technique autour de soi. Ça peut passer notamment par un cofondateur et entreprendre à deux ou à plusieurs, et donc avoir cette compétence business à apporter et cette compétence technique aussi à apporter. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être un technicien, d'être un technique. Ensuite, maintenant pour répondre à ta question réellement, au-delà de la pertinence, alors nous, la manière dont on regarde le continent, et c'est comme ça qu'est constituée notre thèse d'investissement chez nous, chez Lofty In Capital, c'est que on part du postulat que les Africains sont d'abord des traders, donc des commerçants. Les gens qui sont très riches, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans nos différents pays, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Togo, au Burkina, les gens qui sont extrêmement riches, qui réussissent dans les affaires, ce sont des commerçants. Absolument, absolument. Et pour commercer, il faut plusieurs choses en réalité. La première des choses, c'est qu'il faut être capable de payer. Aujourd'hui, on va vers des solutions et vers des économies qui sont de moins en moins, qui reposent de moins en moins sur le cash. Donc, on a évidemment l'essor du mobile money, mais pas que. Et les systèmes de paiement en général sont des choses sur lesquelles il y a de la disruption, il y a de la profondeur de marché existante et à trouver. Enfin, quand on parle de l'essor d'Internet, etc., les sites de e-commerce, pour que les gens puissent payer sur Internet, il faut des solutions de paiement. Exactement. Quand les gens vont au restaurant, etc., donc ça, ils vont être des solutions de paiement qu'on appelle online. Mais quand les gens vont au maquis, vont au restaurant, etc., ont besoin de payer, il faut aussi des solutions de paiement offline. Donc le paiement et les solutions de paiement restent à développer et en réalité à travers le continent. C'est aussi vrai pour l'Afrique anglophone que sur l'Afrique francophone. C'est vrai que tu as parlé par exemple du Sénégal où tu as dit qu'il y a des gros mastodontes comme Orange ou bien Wave, mais c'est vrai que par exemple moi si je prends l'exemple du Togo, je sais qu'il n'y a qu'un seul opérateur, donc c'est T-Money qui est le seul actuellement. Donc ce sont des choses comme ça qui restent finalement encore à développer, et comme tu l'as dit, aussi bien online que offline. Absolument. Il y a beaucoup de choses à faire à travers le continent. Une fois qu'on a dit ça, donc une fois qu'on est capable de payer dans une optique de transaction, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire? Il faut être capable d'acheminer les biens. La logistique. Exactement. Donc toutes les solutions de transport et de logistique, et même je vais dire de mobilité, en réalité sont clés. J'en sais rien moi. Si aujourd'hui en France, Uber, enfin en France et ailleurs d'ailleurs, Uber, etc. ont réussi à disrupter des secteurs historiquement très protégés et bien assis. Ce type d'opportunité-là existe aussi chez nous. D'autant plus même. Absolument. Et les solutions de transport et de logistique vont de pair. Donc vraiment, c'est se poser la question, comment ce qu'on appelle plugger la tech dans des secteurs historiques permet en réalité d'atteindre des rendements intéressants, permettre de tout simplement faciliter la vie des gens au quotidien. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Une fois qu'on a payé et qu'on a commercé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout ce qui est lié à la qualité du service, etc. Donc ça va être lié à la réception du produit, voir si tout est OK. Donc c'est quoi? C'est le contrôle qualité? C'est même au-delà du contrôle qualité. C'est ce qu'on va appeler en réalité le retail, le SMI. En réalité, c'est vraiment faciliter la vie des entreprises. Donc au-delà de ça, ce qui va rester, une fois qu'on a réussi à payer, une fois qu'on a réglé les sujets de transport et de logistique, c'est vraiment autour de la vie de l'entreprise. Donc toutes les solutions, que ce soit les solutions RH, que ce soit les solutions d'incorporation d'entreprise, que ce soit les solutions d'intermédiation, de mise en relation, c'est vraiment tout ce qui va être autour de la vie de l'entreprise.
et en réalité de la PME parce que nos entreprises sont Souvent des à PME. majorité composées de PME. Ça va être le troisième bucket. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on est des commerçants, avant tout ça, pour commercer, il faut trois choses. Il faut se nourrir. Effectivement. Donc, toutes les solutions de food tech, d'agri-tech, donc la tech appliquée en réalité à l'agriculture notamment, sont très importantes. Il y a un marché énorme et les gens sont en train de s'en rendre compte aujourd'hui. On a de plus en plus d'innovations autour de l'agri-tech. Comment rendre plus facile la vie des fermiers et des coopératives, comment leur permettre d'avoir accès à des services financiers, notamment au crédit et à l'assurance, comment leur permettre d'acheminer leurs produits plus facilement et de toucher les distributeurs et le client final plus facilement, etc. Il y a un ensemble de solutions qui sont super intéressantes à développer là-bas. Une fois qu'on a mangé, et pour commercer, c'est mieux que si on est en bonne santé. Donc toutes les solutions autour de la digitalisation des services médicaux. Et je ne parle pas seulement de télémédecine et de téléconsultation. Il y a vraiment un océan de services à développer là-bas, toutes les solutions d'assurance et de l'assurance digitale qui sont très intéressantes. On a de belles boîtes qui se développent, notamment au Nigeria, en Égypte, mais aussi au Sénégal, qui font ça en réalité, qui permettent aux personnes d'avoir accès à de l'assurance moins chère en réalité. Et le dernier gros sujet, c'est l'éducation. Wow, l'EdTech, c'est ce qui… L'EdTech, c'est vraiment, si je peux lancer un challenge à mes gens ici, l'EdTech, c'est difficile. L'EdTech, c'est très difficile parce que c'est difficile à monétiser. C'est difficile de se faire payer. Parce que là, on est dans un marché, si on peut dire ça. C'est un marché qui est lié à l'État, donc un marché régalien. Donc, est-ce que c'est par rapport à ce marché-là que c'est difficile ou c'est juste que les gens sont très conservateurs et ils préfèrent toujours passer par des solutions très traditionnelles, etc. Il s'agit de l'éducation. Exactement, c'est assez particulier parce que effectivement, ça reste un sujet très régalien. Mais on sait tous, c'est à travers le continent, il y a un nombre d'écoles privées qui se font énormément d'argent. Effectivement. Donc on sait que c'est un secteur que les entreprises traditionnelles, et quand je parle d'entreprise, c'est vraiment école privée, université privée, boîte de formation, d'accompagnement, de tutorat, ont réussi à craquer en réalité. Par contre, les solutions innovantes tech qui sont capables de ce qu'on va appeler de scaler, donc de grossir à travers un environnement fermé, au-delà d'un environnement fermé, donc quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas moi, ça ne va pas être cloisonné à un quartier dans un pays, mais c'est vraiment quelque chose qui a une visée panafricaine ou globale, c'est ça. grosso modo. On a un vrai sujet, il y a très peu en réalité d'EdTech qui ont réussi à craquer le code. Et donc s'il y en a qui ont l'idée, mais aussi et surtout les capacités d'exécuter, contactez-moi. Ah mais c'est top justement, je pense qu'on a fait comme le gros du sujet, tu as dévoilé toutes les opportunités qu'il y a dans le domaine des startups et notamment ces startups qui sont innovantes et qui permettent de passer un certain niveau, etc., qui sont liées à la technologie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à ce sujet justement et à cet appel justement de la diaspora et pas que à investir, à entreprendre dans ce domaine? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Absolument. Je vais revenir sur le sujet investir. Je pense qu'on a pas mal parlé du sujet entrepreneuriat parce que c'est en réalité c'est notre matière première. La matière première de mon travail, c'est des startups. Je vais appeler sexy, c'est de belles boîtes. Et pour avoir de belles boîtes, il faut de beaux entrepreneurs. Donc on a besoin. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tous la fibre entrepreneuriale. Moi, j'ai très vite su que c'était pas mon truc de monter des boîtes. Et c'est pour ça que je me suis orienté très tôt vers l'investissement.
parce que je savais que je voulais contribuer à l'essor de ce tissu économique, mais que je ne savais pas le faire en construisant quelque chose. Donc, il fallait supporter les entrepreneurs. Et l'aspect financier, c'est une partie du métier d'investissement. Mais il y a tout l'accompagnement et la création de valeur qui va être clé. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que j'imagine que parmi ceux qui écoutent cette vidéo, il doit y en avoir pas mal. C'est bien beau, mais moi, je ne me vois pas entreprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est capable de contribuer à un écosystème sans. Il y a ce qu'on appelle des business angels, donc qui sont des gens qui vont prendre de leur argent, qui vont prendre de leur temps pour investir dans des boîtes. Notamment à ce stage, on parlait tout à l'heure d'ideation, donc vraiment au stade d'idée ou early stage au stade de MVP. On est capable et on a souvent cette idée reçue qu'il faut être riche pour le faire, il faut beaucoup d'argent, mais en réalité non. 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros, ça fait des vraies différences. Ah bon? Ça fait des vraies différences pour des boîtes sur le continent très tôt. C'est ce qui va leur permettre très souvent, aux fondateurs, plutôt que d'être à cheval entre leur day job, donc leur travail, la startup qu'ils veulent monter, etc., de passer en full time, de se focaliser à 100%, de mettre tous leurs efforts, leurs énergies sur le projet, qui va leur permettre de recruter les premiers employés, qui va leur permettre de construire ce produit tech en réalité, de le sortir. Et on en a besoin. Les écosystèmes, quand on regarde les écosystèmes, la Silicon Valley, qui est le grand frère ou le grand Manitou, on va dire, mais aussi les autres écosystèmes qui se développent, les écosystèmes tech qui se développent, ça passe à travers ce tissu de business angel. Et beaucoup d'entre nous ont la chance de pouvoir le faire. Et c'est évidemment des arbitrages. Mais plutôt que d'aller investir dans de la crypto-monnaie ou quoi que ce soit, si on est capable de sortir un peu d'argent pour accompagner un entrepreneur, c'est très bien. Et cet accompagnement-là, à travers la diaspora, est d'autant plus important que, encore une fois, c'est au-delà de l'argent. Un business angel, au-delà de l'argent, c'est vraiment l'impact qu'il peut provoquer à travers des conseils, du mentorat, qu'il peut prodiguer à l'entrepreneur local qui va être plus jeune, moins expérimenté, etc. C'est vraiment cette relation à développer. Et pourquoi il faut le faire? Il faut le faire premièrement pour l'impact qu'on a. Principalement, c'est pas, pour moi, un angel investor, un business angel, c'est pas quelqu'un qui va d'abord chercher le retour financier, mais qui va vraiment chercher l'impact. Wow. Une fois qu'on a dit ça, on peut se faire énormément d'argent là-dessus parce que, encore une fois, les boîtes dans lesquelles on investit, très tôt, ce qu'on vise, c'est l'hyper-growth. Et c'est pas rare de sortir avec des multiples qui vont pas être du 2 fois, du 3 fois l'argent qu'on a mis, mais qui peut être du 10 fois, du 50 fois, du 100 fois. C'est ce qui est intéressant avec la tech, c'est que ça permet, en fait, ce que je disais tout à l'heure, cette scalability, qui va permettre en fait de toucher des marchés tellement larges, tellement vastes, que notre horizon de retour financier n'est pas capé. Voilà. Donc là, on parle effectivement donc, des gens qui ont des moyens, et puis là, tu n'as pas parlé de moyens qui sont colossaux. Effectivement, quand on pense à des business angels, certains peuvent penser directement à des millions de dollars investis. Là, tu nous as parlé de tickets comme 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Donc, c'est des choses auxquelles les gens doivent penser, et surtout s'ils ont des compétences particulières qu'ils peuvent transférer, en tout cas partager avec ces jeunes entrepreneurs qui peuvent passer à un certain niveau. Et ils n'ont pas besoin de le faire. Enfin, j'imagine bien que ça peut paraître assez lointain, où on peut se demander, d'accord, c'est bien beau, je veux bien être un business angel, mais comment je fais? Aujourd'hui, l'information est disponible sur le net. Enfin, je pense notamment à une plateforme d'Ama Advisory qui répertorie notamment l'ensemble des groupes de business angel, parce que c'est des gens qui se constituent en groupe pour pas le faire tout seul. Il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent d'avoir accès à ce type d'investissement-là, qui sont en réalité intéressants personnellement,
mais aussi intéressant pour la communauté. Génial, génial, génial. Donc, je crois qu'on a dit le gros dans tout ça. Justement, tu as parlé un peu justement de ton propre parcours, que tu as fait toi le choix de rentrer. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien pour toi, si ce n'est très bien. Dieu merci, jusqu'ici. Et donc maintenant, ça fait plus de 4 ans que tu es sur le continent. Est-ce que tu aurais, toi, 3 conseils pour des personnes qui voudraient justement sauter le pas, revenir et pourquoi pas aussi entreprendre ou investir dans le domaine de la tech, des startups? Forcément, je pense que le premier conseil que je donnerais serait de ne pas penser qu'on est seul et vraiment de s'appuyer sur des gens pour le faire. Donc que ce soit des plateformes comme la tienne, que ce soit des amis, de la famille, ou juste si on n'a pas tout ça, la communauté est très ouverte. Il y a des plateformes, que ce soit encore une fois avec Wayback, on peut trouver des gens, que ce soit à travers LinkedIn, on trouve toujours des gens avec qui on a des choses en commun. Okay. Et je pense à une vieille amie qui m'a recontacté sur LinkedIn. Une vieille amie, c'est quelqu'un avec qui j'étais à l'école, au collège, encore à Dakar, qui m'a recontacté il y a quelques mois sur LinkedIn pour me dire elle vivait aux Pays-Bas. J'en ai marre de l'Europe, je veux rentrer. Et hier, j'ai pris un café avec elle à Abidjan. Wow. Donc les choses se font et c'est vraiment en s'appuyant sur les gens qui sont déjà là. On s'était parlé plusieurs fois pour demander des conseils, comment ça se passe, etc. S'appuyer sur les gens. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième conseil que je donnerais, ça va peut-être paraître paradoxal, mais n'y pensez pas trop. Ah ouais? On a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir réduire l'incertitude au maximum, mais en réalité, la vie est faite d'incertitudes. Un retour ou un départ, ça reste un saut dans l'inconnu. Et ça veut dire en réalité sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, aller vers l'inconnu, c'est jamais facile, par définition. Donc, ne pas essayer de tout contrôler, parce que les choses, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un tout là-haut qui veille, mais les choses ont tendance à aller dans le bon sens. C'est ça. Je ne suis pas en train de vous dire de démissionner, de tout claquer et d'y aller. Il y a un niveau de préparation évidemment qu'il faut avoir. Mais il ne faut pas essayer de tout avoir dans la perfection. Parce que ça n'arrivera pas et vous ne le ferez jamais. Le troisième et dernier conseil que je donnerai, c'est tout simplement de répondre à l'appel de l'Afrique. On a l'appel de l'Afrique. Vous avez l'impression que vous voulez rentrer, finalement, comme le disait Alioune en début de la vidéo, en début de l'interview, finalement c'est vous qui appelez l'Afrique, donc sautez le pas. Sautez le pas, donc ce sont 3 beaux conseils. Je vais les rappeler très brièvement. Il faut savoir que vous n'êtes pas seul, il y a toujours des gens qui veulent aussi sauter le pas, que ce soit dans votre réseau, que ce soit dans des communautés comme celle de Wayback. Vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à prendre attache avec des gens qui ont déjà sauté le pas. Là, vous avez Alioune. D'ailleurs, Alioune, si on veut te contacter, comment on fait? Est-ce que c'est plus sur LinkedIn? Est-ce que c'est plus sur ton mail? Est-ce que tu voudrais qu'on mette ça en description? Je suis sur LinkedIn tous les jours. D'accord. Donc, si un jour je ne vous réponds pas sur LinkedIn, c'est que… Tu veux pas répondre? C'est bizarre. Okay. Non, je suis tous les jours sur LinkedIn. Après, bon, je reçois quand même beaucoup de demandes parce que les entrepreneurs, etc. Mais je suis très, très ouvert, assez réactif. Juste mettez pas juste un connect, mettez-moi une petite note pour donner un peu de conseils. Mais ouais, je suis très ouvert sur LinkedIn, toujours ouvert à accompagner, à donner de mon temps si je peux. C'est le seul truc que je peux garantir, c'est de donner de mon temps. Donc voilà. Génial. Donc, et puis après, c'est le deuxième conseil qui est de dire que n'essayez pas de tout contrôler. Il y a de l'imprévision comme dans tout. Voilà, il y a un degré aussi d'imprévision et puis un degré de choses à faire. Voilà, ne quittez pas tout du jour au lendemain, mais vous pouvez le préparer et puis n'essayez pas de tout maîtriser parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alioune comme moi, on pourra en témoigner. C'était des belles incertitudes qui nous ont menés à faire de belles choses ici sur le continent. Et puis la troisième chose, répondez à l'appel du continent.
répondez à l'appel du continent. Tout simplement. Voilà. Donc, merci beaucoup Alioune. On va clôturer cette interview. Je vais te laisser un mot de la fin. Est-ce qu'il y a une lecture? Est-ce qu'il y a une activité? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager justement pour clôturer cette interview? Ce qui me tient à cœur aujourd'hui, vu l'actualité forte dans mon pays, le Sénégal, avec en réalité le coup d'État constitutionnel qu'on est en train de vivre, c'est ça, c'est vraiment de partager l'information, que les gens sachent ce qui est en train de se passer au Sénégal, donc avec notamment les coupures d'Internet qui ont été faites par le gouvernement et notre tradition en réalité démocratique qui est menacée aujourd'hui. Et donc ce message, c'est vraiment aux gens de la diaspora de regarder ce qui se passe, de s'informer sur ce qui se passe et de soutenir. En réalité, tout le monde peut faire beaucoup, un hashtag, un tweet, un post Facebook, une vidéo de soutien, de dénonciation de ce qui se passe en réalité a énormément d'impact. Donc voilà le message que je veux transmettre, et en espérant que la stabilité, la paix reviennent et perdurent dans notre cher Sénégal, tout simplement. Merci beaucoup Alioune. On dit Djuredef pour dire merci. Djuredef. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce beau message. Effectivement, on espère que le Sénégal va retrouver la stabilité. C'est un pays qui effectivement se démarque des autres par sa stabilité, par sa démocratie. Donc, ce sont des choses qu'on espère perdurer au Sénégal. Donc, on va clôturer cette interview. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de faire les 3 gestes qui sauvent, à savoir que là vous avez écouté tout ce contenu et que vous avez apprécié justement l'interview avec Alioune. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo. Ensuite, commentez-la pour dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alioune? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudrez rebondir? Nous, ça anime le débat et même Alioune vous répondra aussi. Et puis la 3e chose, ne soyez pas égoïste. Vous avez entendu tout ce contenu, toutes ces belles choses, partagez-le autour de vous. C'était Messan Frédéric Akpovi de la chaîne Webback to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Zindé.